Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. C'est l'histoire d'un projet de décret sur l'assurance chômage transmis aux partenaires sociaux le 23 décembre. C'est tout simplement l'histoire banale de votre mépris du dialogue social, mais c'est aussi l'histoire secrète de votre secret espoir qu'un plus grand durcissement de votre réforme passe inaperçu. Vous vouliez en catimini réduire quasiment de moitié l'indemnisation avec un taux de chômage à moins de 6%. Dans le contexte économique et social que nous connaissons, alors même que l'assurance chômage affichera un excédent de 3 milliards d'euros en 2023, vous étiez donc prête à sacrifier un nombre croissant, plus important de nos concitoyens. Joli cadeau de Noël. Mais ce secret espoir a été déçu et vous avez donc fait semblant de reculer pour mieux conserver votre terrible réforme. Car votre réforme antisociale, toujours aussi dure et violente, doit entrer en œuvre dans 3 petites semaines. Une baisse seulement de 25% des droits. 6 mois de moins pour les travailleurs de moins de 55 ans, 8 mois de moins pour les plus de 55 ans. Votre baisse brutale va donc s'appliquer de manière encore plus violente pour les seniors, ces travailleurs en fin de carrière. Avec votre réforme des retraites annoncée ce soir, c'est la double peine. Moins d'indemnités, plus de précarité dès demain. Mais avec le recul de l'âge de départ que vous promettez, c'est aussi plus de seniors sans allocation au chômage ni retraite, alors qu'environ, on l'a dit tout à l'heure, près d'une personne sur 2 de plus de 55 ans est sans emploi. Ce régime est ignoble. Il faudra donc le subir 2 ans de plus pour toucher une retraite réduite à portion congrue, car, faut-il le rappeler, le chômeur cotise pour sa retraite, celui qui n'a pas d'allocation ne cotise pas. Vos prétendues réformes, c'est donc toujours plus de précarité pour ceux qui ont moins. Rappelons qu'en novembre, 58 000 personnes ont été radiées de Pôle emploi, un record absolu. Mais il n'est pas trop tard pour plus de justice, pour la raison, abroger l'assurance chômage et garder votre projet de retraite au placard. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre de l'Emploi, du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Delaporte, il nous semble parfois que vous trouvez satisfaisante une situation dans laquelle, effectivement, un Français de plus de 50 ans sur 2 serait sur le marché du travail, une situation dans laquelle l'emploi des seniors serait finalement laissé de côté. Nous menons une politique d'emploi, et le ministre de l'économie vient de l'évoquer, une politique de l'emploi qui porte ses fruits. Au 3e trimestre de l'année 2022, ce sont 119 000 emplois qui ont été créés, 119 000 emplois nets, et plusieurs dizaines de milliers d'emplois sont encore créés au 4e trimestre. Entre le mois d'octobre 2021 et le mois d'octobre 2022, pour prendre une seule année, le plan de réduction des tensions, la formation des demandeurs d'emploi que nous avons mis en œuvre par Pôle emploi a permis de raccompagner vers l'emploi 380 000 demandeurs d'emploi de longue durée, dont presque 200 000 étaient des demandeurs d'emploi de très longue durée. C'est une bonne nouvelle pour eux, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Nous avons un taux de chômage qui est historiquement bas et nous avons effectivement porté une réforme de l'assurance chômage et du marché du travail qui permet d'intégrer la conjoncture économique dans la définition des règles d'indemnisation, avec la volonté d'avoir des règles plus incitatives quand il y a des tensions de recrutement et des créations d'emplois comme aujourd'hui, et des règles plus protectrices, comme nous l'avons montré pendant la période de Covid, lorsque nous avons prolongé les droits de ceux qui arrivent en fin de droit en période de confinement, ou encore mis en place une année blanche pour les intermittents du spectacle. Nous avons un décret qui est en cours d'examen, qui sera effectivement en vigueur à partir du 1er février et qui pose la première brique pour l'année 2023 de cette politique de contracyclicité. Nous avons dit aux partenaires sociaux notre volonté que ce mouvement de contracyclicité puisse aller plus loin, et parce que cela a été dit peut-être trop tardivement, nous avons fait le choix de ne pas le laisser, de ne pas l'intégrer au décret tel qu'il est présenté au Conseil d'État. Nous avons maintenant 2 chantiers devant nous. Premier chantier, c'est la gouvernance de l'assurance chômage. Dans quelques semaines, j'adresserai aux partenaires sociaux le document d'orientation leur permettant de travailler sur la place de l'État et donc du Parlement, sur le rôle du paritarisme pour la gouvernance de l'assurance chômage. Et une fois cet accord, j'espère trouvé, nous aurons à nouveau à saisir les partenaires sociaux pour travailler sur la question des modalités d'indemnisation à partir de 2024. Bien évidemment, dans ce cadre-là, la contracyclicité sera un angle. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie. Monsieur le ministre, vous le savez, l'article 73 de la loi Égalité réelle en Outre-mer, votée à l'unanimité en février 2017, a instauré l'expérimentation durant 5 ans de la stratégie du bon achat ultramarin.
dans le cadre de la commande publique locale. L'objectif étant de favoriser par l'achat public l'émergence de nouveaux opérateurs locaux, le développement économique et donc la création d'emplois avec deux dispositions. La première qui a permis jusqu'en février dernier aux acheteurs publics de réserver jusqu'à un tiers de leur marché aux petites et aux moyennes entreprises locales. La seconde concernant les marchés supérieurs à 500 000 € et l'obligation de présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant des modalités de participation des PME locales. Ce dispositif s'éteindra à la fin du mois de mars. Vous le savez également, dans nos territoires, la commande publique influe fortement sur l'activité économique. Ces dispositifs de différenciation sont des leviers primordiaux pour le développement de notre tissu économique, composé à 93% de très petites entreprises et dont les 2/3 n'ont pas de salariés et ne répondent pas d'elles-mêmes aux appels d'offres. Cette stratégie du bon achat est typiquement une des réponses adaptées aux problématiques économiques et sociales de nos territoires, en permettant plus de concurrence, donc d'engendrer une baisse des prix et développer l'emploi local et ainsi réduire la pauvreté qui frappe de trop nombreuses familles. Bref, l'obligation de sous-traitance des PME locales en ce qu'elle facilite leur accès et leur développement au sein de plus gros marchés. Dans une enquête publiée par le Haut Conseil de la commande publique de La Réunion, il est proposé de reconduire ces dispositions. Plusieurs recommandations ont été émises pour faire évoluer et rendre plus efficients ces dispositifs. Dans cette enquête, 78% des acheteurs interrogés demandent une reconduction améliorée des dispositifs. Vous l'avez compris, ma question est simple, Monsieur le Ministre. Comment comptez-vous pérenniser ces dispositifs et les améliorer? Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Philippe Naillet, merci de votre question. Vous avez raison, les marchés publics qui représentent environ, pour l'ensemble du territoire national, 120 milliards d'euros par an, sont un puissant levier d'orientation de l'économie. Et sur ces 120 milliards, environ 58%, donc pas loin de 60%, étaient des PME, pour ce qui est des titulaires du marché public, représentant 30% du montant global de ces derniers. Et donc la question que vous posez et que vous avez posée, puisque je pense qu'à l'époque vous étiez déjà député en février 2017, quand la loi à laquelle vous faites référence a été votée, est tout à fait pertinente, notamment dans les départements que vous représentez. Vous l'avez dit, le dispositif expérimental, qui s'atteindra dans quelques semaines, visait la possibilité pour les acheteurs de réserver un tiers de leur marché public aux PME locales, une obligation de présenter un plan de sous-traitance local pour les marchés supérieurs à 500 000 €. Force est de constater malheureusement que ce dispositif a été loin d'avoir du succès, puisque seuls 4% des acheteurs seulement l'ont mis en œuvre, notamment à cause d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte voté à l'époque et un manque de clarification sur les secteurs économiques concernés. Nous ne voyons pas donc à ce stade un intérêt réel à proroger ce dispositif en l'état dans les mêmes conditions au vu de sa faible mobilisation sur le terrain. Bruno Le Maire a eu l'occasion de l'évoquer récemment. Nous souhaitons porter en 2023 un projet de loi de réindustrialisation verte dans le cadre duquel la commande publique doit avoir toute sa part. Je vous engage donc à participer aux consultations qui auront lieu dans le cadre de la préparation de ce projet de loi. Un certain nombre de parlementaires, dont Bruno Millienne sur les bancs de la majorité, vont s'impliquer dans le sujet de la commande publique. Je vous engage à vous rapprocher d'eux pour porter des sujets particuliers pour les départements d'outre-mer, dont vous avez dit les particularités font que la commande publique a sans doute des conditions particulières qu'on doit intégrer dans des dispositions législatives, mais pour autant en assurant l'égalité de tous et toutes devant les territoires et le respect, vous le savez, du droit européen. En attendant, vous le savez, dans le mandat précédent, nous avons voté des dispositions qui visent à intégrer davantage les enjeux environnementaux et sociétaux. Je vous engage à vous en saisir. Merci. Monsieur le ministre, hier soir, en écoutant les annonces de Madame la Première ministre, j'ai pensé à des amis, des connaissances, Isabelle, Jean-Marc, Philippe. La première travaille dans l'agroalimentaire depuis 40 ans et elle devait prendre sa retraite à 62 ans. Elle devra travailler 1 an et 3 mois de plus. Le deuxième, il est charpentier. Il entre dans le dispositif carrière longue, mais qui sera repoussé et donc il devra travailler plusieurs mois de plus. Le troisième vient de perdre son emploi. À 60 ans, peu d'espoir d'en retrouver un et une durée d'indemnisation du chômage que vous venez généreusement de réduire. Et la perspective d'un meilleur revenu produit par la retraite qui s'éloigne. Vous allez faire payer votre réforme idéologique par ceux qui travaillent depuis longtemps déjà, qui cotisent depuis longtemps déjà et qui ont les métiers les plus difficiles et les moins bien rémunérés, et par les précaires. Et dans le même temps, vous ne demandez aucune contrepartie aux employeurs.
Vous refusez obstinément de mobiliser les gains parfois faramineux engrangés par certains depuis quelques mois. Alors, Monsieur le ministre, vous qui ne cessez de mettre en avant la valeur travail, pourquoi maltraitez-vous à ce point les travailleurs? Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Monsieur Dussopt. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Lubin, pardonnez-moi. La réforme est nécessaire. J'ai évoqué la raison pour laquelle il fallait la faire, pour sauver le système par répartition. J'ai aussi dit qu'il fallait la faire avec le plus de justice possible. Il y a deux éléments qui répondent très précisément à votre question. Le premier élément, c'est que nous avons, dans le cadre de la concertation que j'ai menée depuis plusieurs mois, travaillé avec l'ensemble des partenaires sociaux, tous les partenaires sociaux, tous les syndicats, toutes les organisations patronales et avec les groupes politiques que nous avons consultés. Et nous avons abouti. Nous avons abouti sur un certain nombre de convergences. Ça n'efface pas les désaccords sur l'âge, mais il y a des convergences. Sur la question de la pénibilité, nous modifions le compte de personnel de prévention avec l'ensemble des 6 critères pour en faciliter l'acquisition des points. Nous créons la possibilité d'un véritable congé de reconversion. Nous faisons en sorte de mieux protéger ceux qui travaillent de nuit ou en équipe postée. Nous allons retravailler sur la question des ports de charge, des postures pénibles, des vibrations, pour faire en sorte que les accords de prévention soient là. Et c'est 1 milliard d'euros sur 5 ans qui seront consacrés au financement de la prévention, tout en renforçant la possibilité de partir de manière anticipée dans le cas d'un suivi médical renforcé. Sur les carrières longues, vous l'avez évoqué, nous maintenons évidemment, et bien évidemment, le départ à 58 ans pour tous ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 16 ans. Nous maintenons le dispositif existant, celui qui permet de partir avec 2 ans d'avance pour ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 20 ans. Et nous créons un nouveau dispositif qui va s'appliquer très certainement à ceux que vous avez évoqués, pour que ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 18 ans, et je pense tout particulièrement aux apprentis, que ceux-ci puissent partir avec 4 ans d'avance et à 60 ans, sans qu'il y ait de bouger d'âge pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt. La vérité, Madame la sénatrice, elle est peut-être sur 2 points. Le premier, c'est que les exemples que vous avez cités, les amis auxquels vous avez pensé, je souhaite pour vous que ce soit des amis imaginaires. Parce que le principal décalage de leur âge de départ, c'est la hausse de la durée de cotisation que vous avez votée en 2013. Et la deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'en vous écoutant, et j'ai en tête les propos du responsable du Parti socialiste qui s'est converti à la doctrine de Jean-Luc Mélenchon, vous avez ainsi perdu le sens de la raison et de la responsabilité. Madame Lubin. Monsieur le ministre, qu'il est doux à mes oreilles de me faire des remarques à moi sur ce qu'a fait ma famille politique et ce que nous avons voté quand ça vient de vous, monsieur le ministre. Vous et moi savons très bien. J'ai quelques souvenirs, monsieur le ministre, dans le département des Landes avec un de mes grands anciens qui s'appelait Henri Emmanueli et que vous aimiez beaucoup à l'époque et que vous appréciez beaucoup à l'époque. Voilà. Donc, fallait pas me tenter. Monsieur le ministre, le corps dit que la part des retraites dans le PIB, c'est 14%, que ça ne bouge pas et que donc le système n'est pas en danger. Les critères de pénibilité que vous venez de donner, c'est vous qui les avez enlevés en 2018 quand vous êtes arrivé au gouvernement. Et vous pouvez le traduire comme vous voulez, monsieur le ministre. Mais cette réforme, vous la faites uniquement payer par les salariés et par les plus modestes des salariés. Et j'ai entendu tout à l'heure des réactions quand je citais mes amis qui ne sont pas imaginaires, croyez-le. J'ai entendu « oh », mais quand on a travaillé 42 ans et qu'on demande de travailler 1 an de plus, c'est 1 an de trop. Monsieur le Président, mes chers collègues, compte tenu de la gravité du sujet et de son caractère interministériel, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. J'y associe mes collègues Catherine Conconne et Victoire Jasmin. Elle porte sur le non-lieu prononcé le 2 janvier dernier dans l'enquête sur la contamination et la pollution au chlordécone. Je respecte les décisions de justice, mais à l'espèce, personne ne pourrait s'en satisfaire. Cette décision est un indéniable déni, un déni pouvant allumer des brasiers, puisqu'il n'y aurait ni coupable ni responsable. Bien qu'attendue, cette décision ajoute au scandale d'État un scandale judiciaire. Madame la Première ministre, au-delà des actions menées par tous les gouvernements et par le vôtre, des plans mis en place et de la reconnaissance de la carence fautive des pouvoirs publics, je considère pour autant que l'État reste co-responsable majeur de cette tragédie et en reste donc encore comptable.
46 ans après les premières alertes, 16 ans après la première plainte, vous ne pouvez rester indifférente. Alors je formule ici 4 demandes. Au-delà des suites que les parties civiles ne manqueront pas d'intenter, comptez-vous tout faire dans le respect du droit pour que le parquet rouvre ce dossier? Êtes-vous prête à créer un fonds d'indemnisation pour toutes les victimes? Êtes-vous prête à faire pour les victimes du chlordécone ce qui a été fait pour les victimes de l'amiante? Êtes-vous prête à renforcer l'action de l'État dans la recherche fondamentale, dans la dépollution des eaux et des sols? J'attends de vous une réponse humaine, débarrassée de toute veine polémique. Pour vous répondre, la parole est à Jean-François Carenco, ministre délégué en charge des Outre-mer. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, j'ai eu l'occasion de le dire hier à l'Assemblée nationale, je constate comme vous la décision prise librement par les autorités judiciaires. Un membre du gouvernement ne peut qu'en prendre acte. Mais j'ai bien lu les attendus de l'ordonnance. Il pointe une responsabilité collective dans ce scandale sanitaire. Mais, vous l'avez dit, cela n'amoindrit en rien la responsabilité de l'État face à ce scandale, reconnu d'ailleurs pour la première fois par le président de la République en 2018. Et nous devons continuer d'avancer sur ce chemin. Notre priorité à tous, c'est de protéger la santé de nos concitoyens, d'aider les secteurs économiques impactés, de renforcer la recherche. Avec Gérald Darmanin, avec le ministre de la Santé, le gouvernement s'est engagé et s'engage encore à répondre à ces enjeux. Plusieurs avancées fortes, j'insiste là-dessus, ont déjà été obtenues. La reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle, ouvrant droit à indemnisation. Analyse gratuite du taux de chlordécone dans le sang. Analyse des sols. Ou encore conséquents travaux de recherche engagés pour la dépollution des sols. Le colloque scientifique et les rencontres du terrain du mois de décembre ont été l'occasion de porter à la connaissance ces nombreuses avancées. Mais ils ont montré aussi qu'il y avait encore beaucoup à faire. Dans ce cadre, je note vos propositions qu'il nous faut étudier avec attention et volonté d'aboutir. Si l'ordonnance est le droit et la chose jugée, cela ne nous empêchera pas de continuer à avancer. Je me rends en Martinique dès demain, en partie pour cela. La coordonnatrice du plan chlordécone m'accompagnera à cet effet. Je vous remercie. Monsieur Lurel. Madame la Première ministre, je regrette que vous n'ayez pas saisi l'occasion ici pour marquer votre considération aux populations de Martinique et de Guadeloupe frappées de sidération et déjà marquées dans leur chair. Monsieur le ministre, vous me faites une réponse que je connais et qui est celle d'un communicant. Vous savez fort bien que tous les gouvernements ont engagé des actions et qu'aujourd'hui, les plans chlordécone, et notamment le 4, est insuffisant, il est sous-doté et il est sous-financé. 2,4 millions pour la recherche fondamentale par an, ce n'est pas suffisant. Il faudrait au moins 5. 10,8 millions par an, alors que nous mettions 12 millions en 2010 avec M. Sarkozy et 13 millions en 2016. Il faut Là, conclure. c'est insuffisant. Monsieur le Président, je demande que le gouvernement nous fasse bénéficier du préjudice d'anxiété à l'instar de l'amiante. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. La pénurie de médicaments, sujet quasiment inexistant dans les années 2010, devient un problème majeur de sécurité et de souveraineté nationale avec une aggravation des tensions depuis la crise Covid. En 2023, nous dépendons encore et toujours de l'Inde et de la Chine en particulier, à qui nous achetons plus de 80% des matières premières. Moins de 40% des médicaments sont fabriqués en Europe. Pourtant, dans le monde d'après, tout serait différent. Le président Macron nous l'avait assuré. La France allait retrouver sa souveraineté industrielle. Or, les pénuries et les tensions n'ont jamais été aussi fortes, en particulier sur les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et à l'hôpital, certains anticancéreux ou immunosuppresseurs utilisés dans les greffes du rein, par exemple, manquent, obligeant à choisir les patients pouvant en bénéficier. C'est une perte de chance inadmissible pour les patients. Et d'autres pénuries de médicaments aussi courants que le paracétamol ou l'amoxicilline obligent les pharmaciens à délivrer les boîtes au compte-gouttes. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Quelle est votre stratégie pour retrouver une production en France ou pour le moins en Europe? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Santé et de la Prévention, monsieur Braun. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Poumirol, je partage en partie votre diagnostic, mais je vais préciser un petit peu les choses.
2 années de crise sanitaire, celles que nous avons traversées, ont bouleversé complètement notre consommation et entraîné à la clé des difficultés d'anticipation des volumes de production par les industriels. Parallèlement à cela, nous constatons une forte reprise de la consommation, plus 13% par exemple en France pour le paracétamol, et également dans des pays comme la Chine, on le voit bien. C'est une situation qui ne concerne pas que la France, même pas que l'Europe, mais qui est une situation aujourd'hui mondiale. Notre système d'alerte nous permet d'anticiper autant que faire se peut cette situation grâce à un suivi de nos stocks stratégiques. Mais je comprends bien sûr et je vois l'inquiétude des gens qui vont chercher les médicaments dans les pharmacies, tout en sachant la mobilisation remarquable des pharmaciens qui se mobilisent très fort pour trouver les différents produits. Alors, face à ce diagnostic, nous avons mis en place un traitement. Nous avons agi tôt. Nous interdisons les exportations à l'étranger. Ce qui est en France reste en France. Nous contingentons les stocks. Nous adaptons pour avoir une répartition homogène sur l'ensemble du territoire. Nous échangeons avec les laboratoires concernés pour prioriser certaines formes de médicaments. Nous avons autorisé la reproduction d'amoxicilline par des laboratoires en France. Nous adaptons la dispensation en officine, vous l'avez dit, aux justes besoins des patients et nous travaillons avec les professionnels sur les alternatives thérapeutiques. Ça, c'est les actions immédiates. Nous allons plus loin en reconstruisant notre souveraineté industrielle, mais ça ne va pas se refaire en 5 minutes, bien évidemment. La France investit massivement depuis plus d'1 an dans le cadre de France Relance, dans le cadre de France 2030. Des projets de relocalisation très concrets sont en train de voir le jour. Je pense au paracétamol dans le projet C15, également des masques, des gants nitriles et puis à Arras, une usine pour la production de médicaments dérivés du sang à partir de plasma sanguin. Donc oui, nous sommes dans l'axe pour regagner notre souveraineté en France au sein de l'Europe sur les médicaments. Et en attendant, nous faisons le maximum pour que tous les Français puissent avoir les traitements qui leur sont nécessaires. Je vous remercie. Madame Poumirol. Monsieur le ministre, je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière la crise et les mesures que vous indiquez ne sont en fait que des gestions de la pénurie. Notre groupe propose pourtant depuis plusieurs années dans la discussion du PLFSS plusieurs solutions et en particulier le renforcement de nos capacités de production publique avec les pharmacies centrales des hôpitaux ou des armées ou la possible réquisition d'entreprises. Et il faut surtout un plan concerté de réindustrialisation en France et en Europe. Les industriels arguent d'un prix trop bas des médicaments, alors mettons carte sur table sur la fixation des prix qui est aujourd'hui protégée par le secret des affaires pour qu'ils tiennent compte des aides publiques directes ou indirectes dont ils bénéficient. La loi du marché et le libéralisme ne peuvent gouverner notre politique en matière de produits de santé, remboursés in fine par la sécurité sociale, donc l'argent de tous les contribuables. Pour construire une véritable indépendance de la production, il faut une politique publique forte et volontariste.